Récemment, Inès et moi avons été invités à une autre conférence à Paris. Conférence avec sensiblement moins de monde dans la salle, je dirais 10 fois moins de personnes à peu près. À cette conférence, on nous a présenté toutes les deux comme, tenez-vous bien, un duo pour la paix. Un peu comme on vend un assouplissant pour le linge ou un parfum d'intérieur à la vanille, par exemple. Oui, et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. On nous présente souvent comme israéliennes et palestiniennes, dans ce sens-là, bien sûr. En même temps, c'est tentant. C'est un raccourci qu'on a envie de faire, on peut le comprendre, mais il est faux. Je m'appelle Inès, j'ai grandi à Jérusalem, j'ai vécu du côté israélien et je suis allée à l'école, au collège et au lycée avec des Palestiniens. Sur le papier, je ne suis ni israélienne ni palestinienne, je suis française. Mais au-delà du papier, je suis de Jérusalem, avec tout ce que ça implique. 3 fois sainte, problème d'identité, psy, et puis sur la scène de TED. En fait, TED, c'est un peu comme une thérapie de couple, on s'est rendu compte après coup. Et aujourd'hui, c'est un peu notre dernière séance, donc on la partage avec vous. Je m'appelle Kenza, je suis née de l'autre côté de la Méditerranée, du même côté qu'Inès, mais j'ai grandi à Rabat, au Maroc, et je suis tombée dans cette marmite bien plus tard, à l'âge de 20 ans, quand je suis allée passer 1 an à Tel Aviv pour mon échange. Je pense m'en être jamais vraiment remise complètement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce soir. Depuis qu'on travaille ensemble, parce que maintenant on travaille ensemble, vu qu'on est 2 femmes, qu'on est plutôt jeunes, qu'on sourit beaucoup, c'est vrai, on est souvent apparentés à quelque chose de mignon, de joli, de doux, de fleuri même parfois. Vous y avez pensé, certains y ont pensé en tout cas en nous voyant monter comme ça, de petites jeunes femmes. Mais c'est pas grave, ça nous arrive vraiment souvent. Ça nous arrive tellement souvent qu'on vous en veut pas parce que Inès Kenza, c'est soit juive musulmane, soit Peace and Love, un grand classique, soit Vivre ensemble, très tendance de vivre ensemble cette année, ou encore 2 couples, Inès, Kenza, en couple depuis 2 ans, mais au risque de vous décevoir encore, c'est faux. Il y a des sujets, comme le conflit israélo-palestinien par exemple, où on est tenté de raisonner en termes de cases binaires parce que ça rassure, ça permet de ne pas se confronter à la complexité de la réalité, ça fait du bien parfois, et ça permet de la simplifier. À ce titre, ce sont souvent des couples, on l'a pas fait exprès, de mots qui reviennent. Guerre, paix, juste, injuste, espoir, désespoir. Des couples de mots qui encadrent la pensée comme si c'était soit dangereux, soit impossible d'en sortir. Comme vous l'avez pu le comprendre, on aime bien le danger, donc on a décidé d'en sortir en créant un espace justement dangereux pour les certitudes. On en a même fait notre métier au final, en créant non pas un processus de paix, mais un festival décalé. Notre histoire à toutes les deux, la vraie histoire, elle commence à dater un petit peu. On s'est rencontrés en 2007, on avait 18 ans à l'époque et on venait de commencer nos études à Sciences Po. Bizarrement, l'année durant laquelle on s'est vraiment rapprochés, c'est quand on était loin l'une de l'autre, pendant nos échanges respectifs. Moi à Tel Aviv et Inès au Caire. On discutait beaucoup sur Skype, on avait créé vraiment une liaison Tel Aviv-Le Caire, donc on était potentiellement sur écoute. Mais bon, enfin, rien de très grave vu nos sujets de conversation qui n'étaient pas hautement politiques, on va dire. Après ces années d'échange, on est revenu à Paris pour nos masters. Et en bonne étudiante, on est allé à des conférences sur le sujet, encore une fois. Et on s'est rendu compte, comme vous sûrement, que ces conférences, ces débats politiques, académiques étaient pour la plupart dogmatiques et très répétitifs. En revenant en France, on s'est aussi pris une claque en réalisant les blocages intenses que provoquait ce conflit autour de nous, au-delà, et des ramifications très profondes qu'il avait en France et qu'on avait peut-être sous-estimées. On s'est rendu compte aussi que ces débats maintenaient les publics tendanciellement, on va dire, pro-palestiniens et pro-israéliens, dans leurs cases et dans leur zone de confort qu'on a tous. Ces cases, aujourd'hui, elles veulent dire tout et n'importe quoi, et ces publics qu'on dit pro-israéliens ou pro-palestiniens ont finalement rarement l'occasion de se croiser à Paris. On a fait une petite analyse récemment, qui vaut ce qu'elle vaut. On a identifié 3 positionnements qui reviennent souvent sur le sujet. Le premier, moi, c'est mes préférés. C'est les personnes qui ont une solution à tous les problèmes du monde. Une simple solution, vraiment basique, la leur. Et ça marche, à tous les coups. Il y a une catégorie que moi j'aime bien. Les gens qui sont dans le déni, qui ne veulent pas regarder la réalité en face parce qu'elle est trop laide et que ça permet de ne pas se remettre en question, aussi connue sous le nom de la méthode de l'autruche ou de la méthode masculine parfois. Désolée, messieurs. Enfin, les personnes qui
décident de se désintéresser d'un sujet complètement, de l'abandonner, parce que c'est trop compliqué, qu'ils en ont marre et qu'ils ne voient pas d'issue, donc ils arrêtent. À partir de là, on n'allait pas en rester là, bien sûr, donc on a décidé de se lancer et de créer quelque chose de brut, d'humain, sans intermédiaire et sans débat sans fin. En discutant avec des artistes, en allant voir des films, en allant au musée, en étant proche du contenu artistique, on s'est rendu compte qu'il était souvent plus pertinent et plus percutant que tout ce qu'on avait l'habitude de nous servir. Et qu'encore une fois, à Paris, c'était souvent un public acquis qui y avait accès. On a aussi réalisé que l'art était un moyen moins prétentieux que d'autres qui permettait d'aborder tous les sujets et surtout les plus sensibles. Du coup, en juillet 2013, on a passé un pacte central, toutes les deux, qui consistait d'abord à ne pas accepter de CDI. Ça, c'était la partie facile du pacte, génération précaire oblige. Et là, nos familles dans la salle viennent de se raidir. Le reste, c'était surtout de ne pas envisager de plan B pour pouvoir se consacrer intégralement et exclusivement à notre seul et unique plan A, qui était ce festival. En août 2013, on a présenté notre embryon de festival à nos parents. C'était une étape importante. Alors là, ils se sont dit qu'on était un peu tombés sur la tête, parce qu'à la base, on était censé être diplomate ou journaliste, et qu'on avait choisi l'art comme moyen de détourner la démarche politique classique qui, bon, on va le dire honnêtement, n'était pas faite pour nous. Voilà. Donc, on a continué dans cette voie et en septembre 2013, en une nuit et à 4 mains sur un Google Doc, on a trouvé le titre du festival. On a commencé à rédiger ce qu'allait devenir notre manifeste. Et dans les semaines qui ont suivi, on a commencé à contacter des artistes sans salle, sans argent et sur Facebook. En décembre 2013, après s'être fait renvoyer de toutes les salles parisiennes, plus ou moins, Oui. La salle de nos rêves, la Bellevilloise, nous a dit oui et surtout nous a donné notre première date. Pour avoir de l'argent, on a lancé une campagne de crowdfunding, parce qu'il fallait bien financer ce festival. C'est vrai qu'on a exploité nos amis. Pour la campagne, parce qu'on leur a demandé de faire la vidéo, de nous aider à la faire, et puis pour les donations aussi. Niveau logistique, on a fait comme on pouvait, et on doit dire que les artistes ont vraiment joué le jeu, et on les remercie. Notamment un pianiste connu, qui a accepté de venir au festival. Dans la foulée, on s'est dit, on va lui proposer de jouer sur mon clavier électrique, ça fera une petite coupe budgétaire. Il a dit non au clavier, mais il est quand même venu avec son piano, et il est même revenu cette année. Pour des raisons de budget évidentes, on a dû prendre les pires vols à nos artistes. Et quand je dis les pires vols, c'est des vols avec des escales interminables. Puis surtout, quand ils arrivaient à Paris, ils n'arrivaient pas dans une chambre d'hôtel cosy, mais on leur prêtait nos appartements. Enfin, bon, après toutes ces péripéties, il en faut toujours. Le 24 mai 2014, vers 14h10, est né le premier festival israélo-palestinien artistique, indépendant et gratuit à Paris, Pèlerinage en décalage. T'as rien oublié, bravo. Non, j'ai rien oublié. Non, c'est très bien. On savait pertinemment qu'on se lançait sur un terrain extrêmement glissant, peut-être un des plus glissants. Il y avait certainement de notre part une pointe de provocation, vous l'aurez sans doute remarqué, beaucoup de stress. Aujourd'hui, on est arrivé au top du stress. Là, on est bien là. Je pense que oui, on ne peut pas faire mieux. Et parce qu'on est très têtu ou très déterminé, on vous laissera choisir, l'envie de réaliser absolument ce qu'on avait en tête. Ce festival, c'est 2 jours de performances artistiques pluridisciplinaires, où on fait venir 30 artistes d'Israël et de Palestine pendant 2 jours à Paris. Ce festival, on l'a créé toutes les deux de manière intuitive, subjective, et c'est complètement assumé à partir de nos rencontres, de nos vécus, de nos histoires, de nos ambitions et de nos rêves en génération désenchantée qui rêvent quand même. Ce festival, ce n'est pas de l'art qui se contemple, c'est de l'art qui se vit, à travers les expériences des artistes qui viennent avec vraiment leur bagage, leur vie à Paris, à la rencontre du public parisien. Ce festival, c'est vraiment une expérience intense de 2 jours qui ne laisse presque personne indifférent. Et nous, on aimerait vraiment que plus de personnes qui se disent opposées à ce festival par principe, quel que soit le principe, viennent voir ce que ça donne concrètement. Ce festival, c'est un espace de liberté, et ça c'est très important, parce qu'il est indépendant financièrement et politiquement. Ce n'est pas un festival où on essaye de faire la paix, où on demande aux artistes de venir 2 jours, de s'aimer et puis de retourner à une réalité de guerre. C'est vraiment pas ça. Ce festival n'est pas la solution à un conflit qui dure depuis des décennies. Il n'a jamais prétendu l'être et il ne le sera jamais. Par contre, c'est un festival qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Dernière petite révélation en date. Un ami nous a fait remarquer
qu'on avait une démarche assez camusienne au final, et que c'était pour ça que ce festival était ni tristement désespéré, ni bêtement naïf. Quand on accepte d'être dans cette zone entre espoir, désespoir, entre guerre et paix, entre plein d'autres choses au final, il y a 3 réactions que Camus juge constructives: la révolte, la liberté et la passion. Ce festival n'a pas changé le monde. Mais lui, il a changé, il a grandi, il attire de plus en plus de personnes. Ce festival va devenir nomade. C'est un pèlerinage après tout. Il va aller dans différentes villes, à Londres, à New York, à Bruxelles et d'autres encore. Et toujours, avec révolte, liberté et passion. Merci.